Quand on traverse la mer pour aller de la Sicile à la Calabre, il y a une sensation étrange. Le passage est court. Les deux côtes sont très proches. Pourtant, on a la sensation de passer d'un continent à l'autre. Différentes traditions, différents paysages, différentes langues. Cependant, il y a un aspect qui unifie toute l'Italie, l'histoire juive. Ciao Tonino, grazie. Salut Tonino, merci. Nous sommes enfin ici en Calabre. Nous sommes ici à Reggio Calabria, où il y avait une présence juive. Qu'est-ce que tu peux me dire, raconter? Oui, il y avait une importante présence juive, alors que selon la légende, Reggio a été fondé par Ashkenaz, arrière-petit-fils de Noé, comme Flavius Joseph le mentionne. Ici, jusqu'en 1511, la présence juive était forte. Après l'expulsion, le premier commentaire du Pentateuque a été édité. C'est le premier texte écrit en hébreu, dont l'original est maintenant à Parme. Mais de nombreux manuscrits furent également réalisés. Mais la présence juive s'est également poursuivie au cours des siècles suivants, à travers des épisodes et des personnages intéressants. Benedetto Mussolino, qui était de Pizzo Calabro, qui était un patriote du Risorgimento, a écrit un livre, Jérusalem et le peuple juif, dans lequel il annonçait que la création d'un État juif était souhaitable. La Calabre est donc une terre où le judaïsme est fort et toujours vivant dans le sang de chacun de nous. Un Calabrais ne peut certainement pas être défini comme un non-juif, parce que partout il y avait un juif. Je viens d'un petit village de montagne au cœur de l'Aspromonte, Sinopoli. Dans ce village, 3 impôts étaient payés, ce qui signifie qu'il y avait 3 familles qui étaient juives. C'erano 3 fuochi, voleva dire che c'erano 3 famiglie che erano ebree. La Calabre a été une terre d'immigration très importante de la Méditerranée pour les peuples juifs. Dans chaque petit village, il y avait une présence juive. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup à découvrir. Donc, je devrais rester ici longtemps. Et ça ne me dérangerait pas, vu comme les Calabrais sont accueillants. Quand ils m'ont donné la liste des endroits à visiter, j'ai dit « Waouh! Et où sont les Juifs ?» Et qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? « Mais non, nous sommes tous des Juifs. » Mon copain Nino m'a dit que la Calabre est comme un lieu de l'âme. Le judaïsme, sa spiritualité, est le seul témoignage encore vivant. Donc, le mariage entre la Calabre et le judaïsme ne pouvait que naître. Et c'est un lien très très fort. Et donc, on quitte la mer et on se dirige vers le centre de la Calabre, à la découverte de petits villages où le judaïsme était très vivant. Ciao Caterina. Grazie. Salut Caterina, merci de nous avoir accueillis ici à Arena, en Calabre, un village qui a une histoire juive. Siamo nella Giudecca di Arena, quartiere fondato per volere di Federico II di Svevia. Oui, certainement. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Isaac d'être ici dans mon village. Bienvenue dans ce beau village qui a un quartier juif, la Giudecca. Nous sommes dans le quartier Giudecca di Arena, fondé à la demande de Frédéric II de Souabe. En fait, c'est ce grand souverain qui a voulu une communauté juive ici à Arena, afin que les activités commerciales et artisanales et plus puissent se développer dans le royaume. Il a choisi Arena car Arena est l'une des villes les plus importantes du royaume d'un point de vue stratégique, car les Normands ont construit un château ici à Arena. C'est là que se trouve la communauté juive dans ce quartier et d'après les recherches que j'ai faites, il n'y a pas de friction avec le reste de la population, donc il y a vraiment eu une belle intégration au fil des siècles. Maintenant, que reste-t-il de la culture juive? Pendant ce temps, cette église était autrefois la synagogue de ce quartier et à proximité se trouve le mikvé, le bain rituel du quartier juif d'Arena. L'entrée de cette synagogue faisait face à Jérusalem, puis, avec la conversion en église, elle a eu une structure complètement différente. Que reste-t-il de la culture juive dans ce village? Quelque chose dans le dialecte, comme Katubarsi da Katumba, ils se marient, ils se sont mariés, avec le mot Ktuba. Est-ce qu'on dit encore ça aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ce beau terme, tu es inkutabato. Ah, tu es marié.
En dialecte, absolument. Sei incatubato. Incatubato. Sì, sì. Il dialetto è tutto incatubassi. Sì. Ci sono ancora... Il y a encore des noms des familles juives. Je pense que oui. Par exemple, il y a des noms de famille qui ont une origine géographique. Par exemple, Pugliese, Calabrese, Palermo, Siciliano. Ce sont tous des noms qu'on retrouve ici à Rennes. Oui, ici à Arena. Ils sont encore très courants ici à Arena, donc certains noms de famille peuvent encore être trouvés. À mon avis, cet aspect historique de notre ville, de la culture juive, doit être valorisé, car il est toujours vivant et présent. Je pense donc qu'il faut vraiment le valoriser. Un écrivain qui parlait de la Méditerranée a défini la Calabre comme une péninsule sans mer. Quand vous pensez en péninsule sans mer, vous pensez à un endroit où vous ne pouvez pas sortir facilement. Vous ne pouvez sortir que par cette bande de terre qui est liée à la terre, au continent. Ciao Francesco. Alors, sei in mano con un... Bonjour Francesco. Tu as un chandelier juif, une menorah. Bien sûr, Qu'est-ce que c'est? c'est le symbole très important des Juifs. Un candélabre à 8 branches. Mais c'est un gâteau. C'est un dessert typique qui est fait à Soriano. C'est un dessert dont les ingrédients sont de tradition juive. Farine, miel, amandes, et c'est un peu Ça s'appelle mostacciolo. mostacciolo. Ci sono le mandorle e questo è un mostacciolo. Si chiama mostacciolo. Mostacciolo. C'è la testimonianza che gli ebrei erano presenti. Il y a des preuves que des juifs étaient présents ici. Certainement, c'est documenté depuis le milieu des années 1400. Et ici, à Soriano, il y avait un quartier appelé Giudeccia, que jusqu'à récemment, les habitants de Soriano appelaient Giudeccia. Il y avait des magasins, et pas seulement des magasins de mostaccioli, donc les gâteaux typiques, mais aussi des magasins de poterie. D'ailleurs, il y a des fours de cette période. Comme nous le verrons plus tard, il y avait aussi d'autres boutiques où l'on vendait du sel. Il y avait aussi des tanneries pour la peau, des teintureries, etc. Il y avait beaucoup d'activités juives. Une grande activité juive. Après tout, les juifs sont bien connus non seulement pour leur intelligence, mais aussi pour leur capacité d'entrepreneur. Del resto gli ebrei sono conosciutissimi non solo per la loro intelligenza, ma anche per la loro imprenditorialità. Questo che cos'è? Qu'est-ce que c'est? C'est Rachi. C'est un livre didactique. Ouais. Déjà, à Soriano, à la fin des années 1400, les garçons de Soriano, en particulier ceux d'origine juive qui vivaient dans la Giudeccia, lisaient. Mais tout le monde lisait l'écriture de Rachi. Bien sûr, les garçons de Soriano ont lu les écrits de Rachi. Pourquoi avons-nous cette copie? Parce que ce Rachi a été imprimé en 1475 à Reggio Calabria, dans la Giudeccia de Reggio Calabria. Poi noi abbiamo questa copia, perché questo Rashi è stato stampato nel 1475 a Reggio Calabria, nella Giudecca di Reggio Calabria. Aujourd'hui, dans les villes et dans les villages, il n'existe presque plus rien des vestiges de la vie juive. L'expulsion des Juifs de Calabre, qui eut lieu quelques années après l'expulsion de Sicile, a subi la même violence. Les Espagnols voulaient effacer tout ce qui existait de la vie juive. Mais on sait que les Juifs survivent toujours, et avec eux, leur mémoire. Et là, nous arrivons où était présent la Giudecca, un quartier juif, un des plus grands de Calabre. Ciao Giuseppe. Bonjour Giuseppe. Bonjour, Eh bien, nous sommes ici dans ta ville, Nicotera. Nicotera, raccontami... Nicotera. Et dis-moi quelque chose à propos de cette ville. L'actuelle Nicotera est la troisième ville qui a été bâtie ici en termes chronologiques.
À la base, c'était une ancienne ville médiévale fondée par Robert Guiscard en 1065, lorsque les Normands sont venus au sud de l'Italie pour expulser les Arabes. Ici, nous nous trouvons devant l'entrée du quartier juif qui a été fondé par Frédéric II en 1211 pour amener une importante communauté juive afin de stimuler l'économie de Nicotera. En fait, les Juifs ont apporté la culture de l'élevage du ver à soie, mais surtout, ils ont utilisé beaucoup de teintures, dont l'indigo, un produit qui venait de l'Inde, d'où le terme indigo. Loro utilizzavano molto le tintorie, c'erano molte tintorie che utilizzavano l'indaco, che era un prodotto che veniva dall'India. Ecco perché indaco. La couleur indigo. Oui, oui, ici, il y avait beaucoup de teinturiers, et il y avait beaucoup de boulangers, menuisiers, soieries, orfèvres. Il y avait une vie commerciale très riche, et les produits étaient également exportés vers la France et l'Espagne. Donc aujourd'hui, sont restés que les Giudecche et les quartiers juifs. Car comme en Sicile, il n'y avait pas de ghetto. Non, en Calabre, les Juifs pouvaient posséder des terres et des maisons. Les Juifs étaient pleinement intégrés à la société locale. Même s'il y avait toujours des problèmes, la vie continuait. On dit qu'avec le départ forcé des Juifs, les problèmes et le déclin commercial et économique ont commencé, dont le Sud souffre encore aujourd'hui. Disons que la présence juive, tu sais plus ou moins combien de Juifs il y avait? Dans la période la plus florissante, nous avons eu une présence de 400 foyers juifs. Une fois, on a effectué un recensement à partir des feux de cheminée. On a décompté 400 familles d'environ 4 personnes chacune, donc environ 2000 personnes. Ils étaient nombreux. Et combien d'habitants comptait la ville au total? À l'époque, elle comptait près de 4800 habitants. Donc la moitié était juive. La moitié était des juifs. C'était donc une communauté nombreuse. Et ils vivaient avec les autres, à côté. Ils habitaient pacifiquement, aussi parce que Federico II, il l'écrit lui-même, a construit la Giudecca, le quartier juif, à l'ombre de la cathédrale. En effet, ici, devant, il y a la cathédrale. Donc elle sépare la communauté juive de la communauté catholique. Mais ils ont toujours vécu tranquillement. Oui, c'est parce que il n'était pas un ghetto. Non, ce n'était pas un ghetto. C'était un quartier. Un quartier juif. Ils travaillaient la terre. Ici, ils avaient les bains rituels, la synagogue, tout. Une vie juive normale. Oui, oui, oui. Dans mon voyage ici, je suis accompagné par mon copain, Roque. C'est lui le lien entre la Calabre et le judaïsme. Il connaît des histoires magnifiques. Et Roque, tu m'as raconté ton histoire quand tu es arrivé ici en Calabre. En Calabre, j'ai travaillé dans un village albanais à San Nicola dell'Alto. San Nicola dell'Alto est un village perché sur les montagnes. Une fois, un vendredi, ils ont frappé à ma porte. Il y a une vieille dame qui est malade et ils m'ont emmené dans une très vieille ferme. Il y avait 2 vieilles dames, 2 sœurs. La dame malade était dans un très grand lit. Je me souviens que le matelas était fait de feuilles de maïs. Ils l'utilisent beaucoup car il est très frais. Après avoir aidé cette dame... Dans cette pièce, il y avait une grande cheminée où l'on cuisinait aussi. Et il y avait une assiette avec 2 lumières allumées. Et je lui ai dit, que signifient ces 2 lumières allumées un vendredi? Et la vieille dame m'a répondu, on allume toujours, car tant qu'il y aura cette lumière, il y aura la vie. Je frissonnais à ce mot. Je leur ai dit, je suis juif. Et avec un grand étonnement, elles m'ont dit, tu es un fils d'Israël, tu es le fils de la lumière. Et alors, ils n'ont pas pu me dire exactement toutes les significations de ces lumières. De génération en génération. Mais ils m'ont dit qu'ils l'avaient transmis. Toujours. Il était clair que les 2 lumières allumées vendredi étaient le signe de leur appartenance.
Poi non mi hanno saputo dire esattamente tutti i significati di quelle luci, però mi hanno detto che se lo tramandavano di famiglia, da generazione in generazione. Da sempre, ma era chiaro che le 2 luci accese di venerdì era il loro segno della loro appartenenza. Et maintenant, il m'accompagne chez deux marranes. Ici, en Calabre, on peut faire des rencontres extraordinaires. Mais comme ils vivent aujourd'hui, des marranes, ici? I miei antenati erano questi, quindi le nonne di mia mamma. Parmi mes ancêtres, il y avait les grands-mères de ma mère qui s'appelaient l'une Antonia Zaccaria et l'autre Piperno. Des noms juifs. Dans cette communauté, il y en a beaucoup avec ces noms de famille. Il y a Lazzaro, Rocca, La Rocca, Profiti, D'Amico, Topia, bref. Quelqu'un a dit, un ami cher à nous, Israël Moscati, qui était un réalisateur romain, qui est venu ici pour nous rendre visite, pour passer une soirée ensemble, il a dit qu'une des 12 tribus d'Israël était certainement venue ici. En voyant tous les noms de famille, qui sont les noms de famille les plus importants, il en avait déduit qu'ici, en Calabre, il y avait certainement quelque chose de plus, qui devrait être exploré. Et je suis heureux de retrouver mes origines. Mes origines. Perché vedendo tutti i cognomi e che ci sono i cognomi più importanti, e allora lui aveva dedotto sicuramente qua c'è qualcosa di più che andrebbe approfondito. Et sono felice di riscoprire quelle che. Et je suis fier de tout ça. Aussi parce que la culture juive, le judaïsme, véhicule une belle morale. Anche perché la cultura ebraica, l'ebraismo propugna l'ética. C'est possible de vivre le judaïsme aujourd'hui en Calabre? Ils pratiquent? Nous n'avons pas de guide, nous n'avons rien, nous n'avons pas de repères, nous n'avons pas de synagogue. Je connais beaucoup de gens qui font le Shabbat en silence et ils n'ont nulle part où aller. Personne ne peut s'exprimer pleinement. Tu comprends? Et les noms des familles? Il y avait beaucoup de noms de familles juives ici. Pas seulement les noms de famille, aussi les surnoms, qui sont Maraba, Ikacheri, beaucoup de surnoms qui font comprendre qu'ils étaient d'origine juive. Donc le phénomène du marranisme était très important. C'était très important, très douloureux, vraiment très douloureux, car il fallait les baptiser de force, et ceux qui ne le faisaient pas avaient le pire. Les rituels, les funérailles, les 7 jours, les miroirs couverts, toutes ces choses. Une infinité de choses qui nous ramènent au judaïsme. Mon mari avait dit, j'écrirai ces livres parce qu'il n'y a plus rien, tout a été oublié, tout couvert. Qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un, un garçon, une fille, même dans 50 ans, découvrira ces livres et s'éclairera. Car le judaïsme doit continuer. Le judaïsme ne peut pas mourir dans cette ville, dans cette région. Quelle histoire, quelle rencontre. Et maintenant, je vais à Tarsia, où il y a un lieu et une histoire vraiment incroyable. Un camp de concentration qui s'appelle Ferramonti, où, dans une période très triste et difficile, il y avait une solidarité entre les détenus de camp et les habitants du village. Ferramonti est aussi le lieu où on posait les fondations pour la naissance de l'État d'Israël. Ciao Mario. Ciao. Salut Mario. Bonjour. Je suis ici à Tarsia, à Ferramonti, parce qu'il y a une histoire particulière. Tu sais, parce que quand ils m'ont dit on va visiter un camp de concentration, je dis non, non, pas du tout, je ne veux pas parler de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah. Mais là, non, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que peux-tu me raconter sur Tarsia, Ferramonti? C'est une histoire assez complexe, certainement unique dans le contexte de l'histoire de la Shoah. Cet édifice est le seul réellement construit après les lois raciales et abritait substantiellement une grande partie de la population. Près de 3000 personnes, et une grande partie étaient entre 80 et 85% des juifs étrangers, pas des Italiens. Des étrangers qui étaient restés en Italie et qui donc, à partir de 1940, ont été pris, capturés et amenés ici comme la première vague. Le camp se démarque un peu des autres camps de concentration pour une raison. Il est vrai que ces personnes ont été privées de leur liberté et on leur a appliqué les lois raciales. Évidemment, la construction de ce camp est un aspect absolument négatif dans l'histoire de notre pays. Mais l'aspect humain entre en jeu, dans le sens où le premier directeur du camp, Paolo Salvatore, qui était commissaire de police, a essayé d'interpréter toute une série de règlements, typiquement italiens,
de manière modérée et pas fanatique. Il fait des règles. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Mais en fait, il crée une relation de confiance avec les internés, et surtout avec la population juive. Donc en gros, dans cette période, il dit « Fais ce que tu peux faire, mais sans dépasser certaines limites, car sinon j'aurai des conséquences, et donc vous aussi. » En effet, il est renvoyé du camp. Per cui sostanzialmente in quel periodo lui dice guarda, fate quello che potete fare all'interno, ma non oltrepassate ovviamente certi limiti, perché altrimenti ne verrei io ad avere delle conseguenze e quindi voi. Infatti, lui viene... Dans le camp, il y avait aussi une milice fasciste, qui était celle qui était plus problématique, dans le sens où elle était liée à certains rituels, comme le lever de drapeau, etc. Il est donc renvoyé du camp parce que un des fascistes a frappé un juif qui ne s'était pas arrêté au lever du drapeau. Ce juif va voir le directeur pour protester et le directeur sort et commence à battre ce fasciste. À ce moment-là, il fait lui-même ce qu'il a demandé aux juifs de ne pas faire. No, non si era fermato all'alzabandiera. Questo ebreo va dal direttore, protestando, quelli che aveva dato, il direttore va fuori e inizia a menare questo tizio. Allora a quel punto lui stesso fa quello che aveva chiesto di non fare agli altri. Cet endroit représentait un unicum dans l'histoire, mais avec beaucoup de contradictions. C'est un endroit qui enlevait la liberté, mais qui protégeait en même temps de nombreuses personnes et de nombreux juifs. Dans les projets futurs, Tarsia et donc Ferramonti deviendra un centre de dialogue sur la thématique des droits de l'homme et aussi de l'art et de la culture, qui représentaient des moments très importants de la vie ici, au sein du camp et en tout cas au sein de la société elle-même. La Calabria est fameuse. Et la Calabre est aussi célèbre, on peut dire, dans le monde en ce qui concerne la culture juive, pour le cédra aussi. La culture du cédra est présente en Calabre depuis les premiers siècles de l'ère commune. L'histoire du cédra est particulièrement intéressante car, en tant qu'agrume, il est né dans la région asiatique de l'Himalaya et avec 3 autres espèces, il est l'ancêtre de tous les agrumes que nous connaissons et consommons aujourd'hui. Dell'Himalaya. Ed è, insieme ad altre 3 specie, il progenitore di tutti gli agrumi che oggi noi conosciamo e consumiamo. C'était très probablement le premier agrume arrivé en Méditerranée, et selon certaines études et reconstitutions réalisées par analyse génétique, il serait apparu vers le 2e, 1er siècle avant notre ère. Sono state realizzate attraverso le analisi genetiche, è arrivato intorno al secondo-primo secolo avanti Cristo. Ed è arrivato qui, quindi in Calabria. Et le cédra est arrivé ici en Calabre, dans cette zone qu'on connaît aujourd'hui. Non, les anciennes études pourraient être démenties par de nouvelles découvertes. L'évolution des connaissances est belle quand il y a de nouvelles découvertes qui contredisent les précédentes. En ce moment, nous avons des découvertes, surtout dans la région vésuvienne, ou dans les villas patriciennes, des notables de Rome, dans les jardins des patriciens romains. Nous nous référons à l'élite de la Rome impériale. Des plantes de cédra y ont été plantées pour émerveiller le visiteur, c'est-à-dire l'invité, car elles étaient considérées comme des plantes exotiques, peu connues, qui devaient en quelque sorte symboliser le pouvoir du propriétaire, même économique. Le piante di cedro probabilmente per stupire il visitatore, cioè l'ospite, perché erano considerate piante esotiche, non ben conosciute, che dovevano in qualche maniera simboleggiare la potenza del padrone di casa, anche con. On s'approche au cœur de la Calabre. Je commence à sentir le parfum d'un fruit sacré. Mais à Cosenza, il y a aussi une histoire incroyable. Ciao Roque. Salut Roque. Je veux que tu me racontes cette histoire sur la menorah, une histoire curieuse ici, à Cosenza. C'est une légende qui trouve, disons, des points d'ancrage historiques, si vous voulez. Alaric, roi des Goths, a saccagé Rome, puis est descendu avec son armée et ses trésors. Il est mort à Cosenza et a été enterré dans le lit de la rivière Busento. On suppose donc qu'en saccageant Rome, il aurait pu emporter la menorah, capturée par Titus après la conquête de Jérusalem. Et donc, la menorah serait enterrée ici dans le Busento à Cosenza, selon cette légende.
dopo la conquista di Gerusalemme. E la menorah si sepolta qui nel Busento, a Cosenza. Eh bien, nous ferons tout le possible pour la retrouver. Absolument, nous le trouverons. Nous la retrouverons. On n'a pas trouvé la menorah pour l'instant, mais on continue à la chercher. Les parfums du fruit sacré nous attirent, et on sent aussi les parfums de la terre d'Israël. Ciao Vincenzo, grazie di essere qua nel tuo paese. Bonjour Vincenzo, tu es le maire de Belvedere Marittimo, ici en Calabre. Un village extraordinaire que j'ai découvert. Et surtout pour les relations qu'il y a avec le judaïsme. Notre pays est un lieu d'une beauté particulière, car c'est un pays ancien qui conserve ses traditions. Il y a toujours eu une relation très forte avec le judaïsme. On a ici le plaisir de se rencontrer dans la côte des Cédras. Beaucoup d'émissaires viennent d'Israël pour cueillir des cédras et les choisir, parce qu'il y a une production exceptionnelle, et c'est un produit qu'ils valorisent beaucoup. On a de très bonnes relations avec eux, car ce sont vraiment des gens instruits, sympathiques et chaleureux. D'ailleurs, un rabbin est venu plusieurs fois au Belvédère pour cueillir des cédras. Et il a même donné naissance à 2 enfants ici, dans notre hôpital. Et donc, cela a permis de tisser un lien spécial. Ici, ils ont un rapport vraiment spécial avec Israël. E basti dire che un rabbino che è venuto a Belvedere più volte per cercare i cedri è venuto a partorire ben 2 figli nella mia struttura e quindi questo ci dà un legame speciale. Ciao Francesca, so che... Salut Francesca, je sais que votre commune est jumelée avec Mitzpe Ramon et qui a été une expérience unique. Oui, bien sûr, nous avons fait ce jumelage avec la communauté juive, la mairie de Mitzpe Ramon, avec qui nous avons noué une amitié. C'était une expérience merveilleuse, exceptionnelle. È stata un'esperienza bellissima, è stata un'esperienza, direi a dire poco, eccezionale. Calabre et Israël, un lien qui ne s'est jamais interrompu. On arrive! L'étrog, les fruits sacrés, nous attendent depuis le début de mon voyage, ici, en Calabre. Aujourd'hui, il se trouve exclusivement du côté tyrrhénien, dans la province de Cosenza, le côté nord, dans la région appelée Riviera dei Cedri. Ciao Giambattista, grazie di averci accolto qua al Museo del Cedro. Salut Giambattista, merci de nous accueillir ici au musée du Cédra, au cœur vraiment de la cultivation de l'étrog. Raconte-moi quelque chose. Donc, tout d'abord, le cédra est le fruit parfait, le fruit considéré comme le symbole de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Le cédra représente un cœur. Il représente précisément ce type d'homme qui dialogue avec les autres, ce type d'homme qui embrasse l'autre. Il ne le considère pas comme différent de lui-même, mais il embrasse l'autre comme un semblable, en brisant la barrière de l'altérité. Ce n'est pas simplement un fruit, mais c'est un symbole fort de l'union entre la Calabre, les Juifs et le monde entier. Ma è un simbolo forte dell'unione che c'è tra la Calabria, gli ebrei e tutto il mondo. Le cédra en Calabre, et surtout ici, à Santa Maria del Cedro, est cultivé depuis 2000 ans. Il n'est pas simplement un produit de la tradition calabraise des agrumes, mais est devenu un symbole de dialogue interculturel avec les communautés juives. Santino, dove siamo qua? Santino, où nous sommes ici? Nous sommes à Santa Maria del Cedro. Donc, nous sommes dans une cédraterie, un verger de cédratiers où nous travaillons du matin au soir. C'est notre travail de perpétuer ce beau fruit. Ah, oui, oui. C'est une tradition très forte, n'est-ce pas? Très forte, comme dit mon frère. Nous l'avons dans le sang. Nous sommes nés avec, nous avons grandi avec, et donc c'est une passion qui fait partie de notre être. On ne peut pas s'en passer. Entre autres, en fait, ce que tu m'as dit et que j'ai aimé beaucoup vraiment, c'est que tu ne cultives pas le cédra à des fins industrielles. Non, non. C'est quelque chose de plus important. C'est quelque chose qui nous appartient et dont nous ne pouvons pas nous passer.
il faut forcément le cultiver, car en regardant une plante avec des cèdres en dessous, on s'excite. Et c'est une histoire qui s'est toujours répétée par nos pères et nos grands-parents. Il y a aussi beaucoup de rabbins du monde entier qui viennent ici. C'est la période où on fait la récolte pour les Juifs. Donc tous les cédras d'une certaine taille, d'une certaine beauté, d'une certaine pureté, car pratiquement il ne doit pas y avoir même un point, pas même une tache, rien. Alors les choisir est un travail très minutieux. Il faut les regarder attentivement jusqu'à ce qu'on trouve le fruit parfait, tant au niveau de la forme, de la couleur, que de la pureté. Donc c'est un travail qu'on prépare dès le début, pratiquement dès que le cédra sort, comme celui-ci là. Regarde ce petit, on voit tout de suite s'il y a des feuilles à proximité et on les coupe pour qu'il ne soit pas touché par des feuilles, des épines. C'est donc le résultat du travail final. Tiens, ici on coupe toutes les épines, les feuilles qui étaient proches. Ici par exemple, ils se touchent. On met un papier pour qu'ils ne se grattent pas. Le spine che erano vicine, le foglie che erano vicine, l'abbiamo tutte messe, lasciarlo libero, in maniera tale, se qui per esempio si toccano, mettiamo una carta, in modo tale che non si graffino uno con l'altro. Ici par exemple, il a touché le fil et nous avons mis du papier. Donc chaque cédra est vérifié un par un. Un par un. Nous connaissons pratiquement les cédras par cœur. Je disais que rien qu'en observant ce cédra, c'est la démonstration que les plantes aussi vivent comme nous. C'est-à-dire que nous avons le cédra mature de l'année dernière qui vit toujours ensemble avec les petits de cette année, comme s'ils étaient ses enfants. Ils grandissent ensemble. Comme l'arbre de vie. L'arbre de vie. L'homme vit pratiquement avec la plante. Nous vivons en harmonie, pratiquement en symbiose. Et ce n'est pas comme le pommier, que toutes les pommes tombent à la même saison. Et ça s'arrête là. Non, le cédra est quelque chose de spécial. C'est pourquoi il nous excite. Il a de nombreuses particularités. Tu viens ici cette année et tu vois le cédra qui était là l'année dernière. Sur la plante. Tu le vois aujourd'hui. Celui-là a déjà une histoire d'1 an de vie. Proche du nouveau-né, tout petit. Par exemple, comme celui-ci. Combien de temps celui-ci, par exemple? Celui-ci a 1 mois. 1 mois avec un autre d'une année. Extraordinaire. Vraiment une chose extraordinaire. La culture du cédra est particulièrement intéressante, car l'arbre est fortement affecté par les variations de température. Donc, pour éviter que les fruits ne soient gâchés par les froids excessifs que de toute façon n'attendent jamais les basses températures ici sur la côte, malgré cela, l'arbre est cultivé à une hauteur variable en attendant un maximum de 2 mètres, 2 mètres 40, 2 mètres 50. Donc, les premières branches sont très basses et imposent que toutes les opérations de récolte se font à genoux. Nous sommes là, Giambattista. Ici, nous nous trouvons au pied du château d'Abate Marco, également connu sous le nom de château de San Michel, un complexe médiéval qui contient toute l'histoire des cédras de la culture calabraise. Car c'est précisément à ce point spécifique de Santa Maria del Cedro, connu dans l'Antiquité comme la vallée des cédras, qu'il existe le facteur K, c'est-à-dire ce mélange de facteurs microclimatiques et pédoclimatiques qui permettent le développement du cédra de Santa Maria del Cedro. C'est-à-dire que ce cédra répond pleinement aux standards de perfection et de pureté recherchés par les Juifs du monde entier. Cher Giambattista, nous avons un peu souffert la chaleur, mais ça valait le coup. Absolument. Nous avons vraiment atteint le point culminant, là où nous dominons tous les cédras. La mer Tyrrhénienne, sur la côte. Et toute la vallée des cédras. C'est vraiment un beau voyage. Un chemin agro-mystique sensoriel. Absolument. Merci. Ciao. Ciao. Dans cette terre où aujourd'hui il n'y a plus de communauté juive, j'ai ressenti l'identité juive comme nulle part ailleurs. La plupart des gens que j'ai rencontrés, ce sont juifs. Une terre de marins qui ont perpétué les traditions, dans les habitudes quotidiennes. Il y a des souvenirs d'un judaïsme lointain. Maintenant, à la fin de mon voyage, je comprends pourquoi c'est la terre du cédra de l'Etrog. C'est le fruit de la fête de Sukkot, qui représente le cœur du peuple juif et aussi de Calabrais. Et donc, ce Sefer Torah a également été lu ici en Calabre et est toujours lu. Alors, ce Sefer est l'âme, le feu qui nous dit « nous sommes vivants ».
Quand il est venu pour la première fois, il y a longtemps, nous l'avons accueilli à Città Nova. Nous avons dansé avec le Sefer Torah. La télévision Rai aussi est venue nous voir. Nous étions ravis. C'était la première fois qu'il y avait un Sefer en Calabre depuis l'expulsion. Et ça veut dire qu'il est de retour. Incredibile. E questo significa che è tornato. Eh sì. E per la prima volta è stato letto quando? Mi hai detto questo? Ah, oui. Et pour la première fois, quand a-t-il été lu? Je crois que c'était en 2005. Après combien de siècles? Après tant de siècles, certainement. Ça m'a donné des frissons de voir un Sefer Torah, un Calabre qui vit, qui continue à être lu. Bref, je dirais qu'avec les drogues, le corps... Oui, le cœur, les drogues. Et avoir cela signifie avoir cette force, cette dignité d'être juif. Ma avere questo significa avere quella forza, quella dignità di essere ebrei. Et j'imagine combien de Sifrei Torah ont été brûlés avec l'Inquisition. Avoir le Sefer Torah calabré ici, c'est émouvant. C'est une responsabilité. L'essere Sefer calabrese è emozionante, è importante. Assolutamente. Ed è una responsabilità. Quelle rencontre extraordinaire. Quelle découverte. Et combien encore il y a à découvrir. C'est une bonne raison pour revenir dans cette terre, qui représente pour moi une province d'Israël. Merci à tous pour les émotions que j'ai vécues avec vous. Et maintenant, l'heure est arrivée. Je quitte la Calabre en emportant avec moi son cœur, qui est aussi le mien et celui de mon peuple. Ciao a tutti e a bientôt.